culturel en Guinée. Piloté par l'équipe de la rédaction du groupe SGI Média et les consultants. Mesdames et messieurs, bonjour, très heureux de vous savoir nombreux à l'écoute de votre émission préférée, la Tribune de l'actualité plus, l'émission qui analyse, commente et décrypte pour vous l'actualité en Guinée, en Afrique et partout dans le monde. Nous sommes jeudi 3 août 2017. Plusieurs routes de la capitale sont actuellement en réflexion. Et cette fois-ci, le département des travaux publics a changé de stratégie dans certains endroits. C'est le cas, par exemple, du côté du grand rond-point de Matoto, de la bretelle de la Cité de l'Air, ou encore le carrefour en allant vers le marché Niger, ici même à Kaloum, dans la commune de Kaloum, comme je le disais tout à l'heure. En ces endroits, à la place du bitume, on utilise aujourd'hui du béton armé. Est-ce la bonne option en cette période de grande pluie? Bala Moussa Konaté est notre spécialiste maison des questions routières. Il est ingénieur en pont et chaussée. Il sera tout à l'heure en direct dans cette émission dès l'entame. Deux invités ici dans ce studio sur ce plateau. Le premier, c'est bien Alkali Bangoura. Il est le directeur général du centre forestier d'Nzéré Koré. Avec lui, il sera question de l'historique de ce centre, de son évolution, des acquis, des projets réalisés, des domaines d'intervention, mais également du défi et des perspectives. Monsieur Bangoura, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour, monsieur Kondé. Le second invité, c'est bien Abdul Karim Keita. Il est le président de la Fédération guinéenne de Krava Maga et discipline associée avec lui. Il sera question de sa fédération, la portée de Krava Maga, ses rapports avec les structures et les perspectives de cette discipline en République de Guinée. Monsieur Keita, bonjour à vous également. Bonjour mon frère. Bonjour, le micro. Oui, bonjour. Daouda Mohamed Kamara, bonjour. Oui, bonjour à Boubacar Kondé, bonjour à nos invités, bonjour à nos auditeurs et téléspectateurs. Justement, la mise en onde est assurée par Cabinet Sano, la réalisation côté TATV assurée par Alassane Diallo et toute son équipe, composée ce matin de Kadia Touré, Mouroumou Kamara. Il est déjà en ligne. Bala Moussa Konaté, il est notre spécialiste maison des questions routières sur la réflexion de certains endroits de nos routes dans la capitale guinéenne. Vous le constatez aujourd'hui, on utilise du béton armé à la place du bitume. Est-ce que c'est la bonne option? On va lui demander des explications par rapport à cela. La tribune de l'Actu Plus, l'invité. Bala Moussa Konaté, bonjour. Bonjour, monsieur Kamara. Merci d'avoir accepté encore ce matin notre invitation. Vous êtes ingénieur en pont et chaussée. Vous observez également les travaux effectués sur les différentes routes à Conakry comme à l'intérieur du pays. Dites-nous, quelle lecture vous faites d'abord de ces immenses travaux qui sont engagés dans la capitale? Je vous remercie, je salue votre radio et vos collègues. C'est une très bonne chose. Rappelez-vous que depuis plus de 4 ans que j'interviens, rien que sur les travaux publics, ce qui est en train d'être fait, je me reconnais là-dedans, parce que j'ai donné aussi mes suggestions que je remarque effectivement qui sont en train d'être prises en compte. Donc, je salue, même s'il y a encore beaucoup à dire, mais déjà par rapport à un passé récent, on peut dire que les choses commencent à aller. Cependant, nous avons toujours le devoir de conseiller par rapport à certaines choses qui ne sont pas forcément de nature à rapporter l'espoir escompté. D'une manière générale, vous remarquez que la population ne crée plus à la dégradation vertigineuse de nos routes comme avant. Alors, ça, c'est une bonne chose. Je remercie de passage le président de la République qui a même débloqué un fonds spécial qu'on appelle le fonds d'urgence pour booster un peu le budget du ministère des Travaux publics. Tout ça, c'est très bien. Mais devant la volonté de décider au plus haut niveau, nous, techniciens, nous avons un devoir à faire. Vous savez, monsieur Kamara ou bien monsieur Kondé, quand vous me donnez, par exemple, votre bâtiment à construire, vous me donnez le plan, etc., vous avez fait votre mieux, vous donnez le financement. Mais si le bâtiment réussit en termes de résistance, etc., cela dépend effectivement du technicien. Justement, mes remarques, c'est au niveau de nous, les techniciens.
ce qui est en train d'être fait est bien, mais ça mérite quand même quelques réflexions. D'une manière globale, alors, je dirais que ce qui est en train d'être fait, ça vaut mieux que par le passé. Mais rappelez-vous que nous sommes en train de ce que j'appelle couramment le rattrapage technique. C'est-à-dire nous ne sommes pas en train de faire des travaux neufs, mais nous sommes en train nous-mêmes de corriger ce que nous n'avons pas pu faire techniquement il y a quelques années. Donc, modestie oblige, nous ne devons pas avoir le triomphe exagéré. Rappelons-nous que nous sommes en train de corriger ce que nous aurions pu faire depuis longtemps. D'accord. Ce que vous auriez pu faire depuis longtemps, la question Abakar Condé le disait tout à l'heure, en lieu et place des bitumes, c'est le béton armé. Aujourd'hui, quand on va à Matoto et dans beaucoup d'autres endroits, et pour beaucoup de citoyens, c'est encore un perpétuel recommencement. L'année prochaine ou dans quelques mois, on va encore revenir pour reprendre les travaux. Est-ce que vous saluez d'ailleurs ou vous félicitez, vous appréciez, je vais dire, ces travaux en béton armé aujourd'hui? En fait, la chaussée en béton armé fait partie d'une classification des types de chaussées. Vous savez, il y a à peu près 3 types de chaussées. Il y a les chaussées souples, c'est à travers ça que vous voyez le béton bituminé. Il y a la chaussée, ou bien les chaussées rigides, c'est à travers ça que nous faisons effectivement le béton armé. L'épaisseur peut varier de 15 jusqu'à 45 cm. Il y a les chaussées en terre battue, tout simplement. Alors, la chaussée rigide, c'est la qualité de chaussée la plus résistante en principe. C'est la chaussée la plus résistante en principe. Mais tout dépend des conditions de mise en œuvre et des moments d'application de celle-ci. Alors, pour revenir un peu au cas de Matoto, vous savez, en matière de construction routière, la période, en tout cas chez nous, la période août, disons juillet, août, septembre, c'est la période la moins indiquée pour faire des travaux de chaussée. Je précise bien des travaux de chaussée. C'est des périodes réservées généralement pour faire des travaux d'assainissement et d'autres protections du réseau, mais pas les travaux consistants dans le vrai sens du terme. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut jamais faire des travaux, parce que la technique évolue. Il y a franchement des technologies aujourd'hui qui peuvent permettre de faire des travaux denses à des moments. Mais est-ce que ces précautions-là ont été prises? Toute ma question est là. Malheureusement, je suis à distance et je ne peux qu'apprécier à travers ce que j'apprends des gens et de ma petite connaissance en la matière pour dire que pour que la société rigide telle que nous sommes en train de faire à Conakry sur la route Matoto-Bessia réussisse avant tout, comme toute dalle. Alors la dalle qui constitue cette fois-ci la société rigide doit être calculée par rapport à la capacité portante. Cette capacité portante qui doit être relative alors aux charges des véhicules à supporter. Quand vous voyez chez nous, on a voté à l'Assemblée une loi protection du patrimoine routier qui tarde à être appliquée sur le terrain. Vous voyez, hier comme avant, aujourd'hui, c'est la même façon que nous nous comportons envers la route. Les charges n'ont pas diminué. Vraiment, cette loi-là n'a pas permis encore d'adapter quelque chose à toutes ces capacités en matière d'investissement pour protéger nos routes. Donc, tant que nous n'avons pas une politique cohérente de protection de notre réseau, quelle que soit la qualité du travail, je vous assure que ça n'aura pas la durée escomptée. Donc, la capacité portante de la dalle doit être suffisamment calculée pour pouvoir résister à la charge prévisionnelle. Ensuite, la solution au problème qui a causé, c'est-à-dire le problème principal qui a causé la dégradation de ces tronçons-là, notamment le carrefour de Matoto, ce n'est rien d'autre que le problème de remontée des eaux souterraines sous-jacentes à la chaussée. Est-ce que, avant de mettre la dalle, cette situation a été revue pour améliorer? Autrement dit, il y a eu un traitement face au drainage des eaux souterraines. Parce qu'on dit que les eaux constituent l'ennemi numéro 1 de la route. Je le précise, que ce soit les eaux qui tombent sur la surface de la route, comme les eaux qui remontent, toutes peuvent causer des problèmes sérieux. C'est pourquoi nous faisons les drainages souterrains, pour rabattre la nappe phréatique. Donc, si cela n'a pas été traité, c'est comme si vous prenez une dalle, vous posez sur de la boue. Peut-être que j'exagère, mais vous posez sur un sol moins résistant, vous voyez que la dalle va danser. À la rigueur, la dalle va craquer. Donc, c'est en
matière de route, si vous voulez, la durée de calcul de la de garantie d'une route, ce n'est pas en 2 ans, ce n'est pas en 3 ans. Au minimum, c'est en 5 ans. Donc, si ça résiste cette année, ça résiste l'année prochaine, 3 ans, ça résiste. Cela ne veut pas dire que vraiment c'est une bonne route. Il faut calculer, la chaussée rigide est faite pour durer aussi longtemps que possible, 50 ans peut-être. Regardez un peu le tronçon entre la Payotte pour venir vers le carrefour Donka. Elle a été faite depuis 1967. Elle résiste au temps. Beaucoup de routes que nous calculons aujourd'hui de bien, c'est-à-dire qu'elle se fiche de ces routes-là. Pourquoi? Parce que sa résistance peut encore durer 30 ans. On n'a jamais constaté le long du cimetière de Cameroun qu'il y a la dégradation, il y a l'affaissement. C'est une chaussée rigide. Mais quand vous faites la chaussée rigide, vous ne pouvez plus faire autre chose. C'est-à-dire vous ne pouvez plus faire passer les tuyaux d'adduction d'eau, rien d'autre en tout cas comme traversée. Parce que vraiment, le préalable doit être que tous ces éléments fonctionnels d'une voirie doivent être faits à l'avant. Donc, c'est un problème et il faut forcément traiter la problématique des eaux souterraines. Sinon, ça ne va pas durer. Alors, et encore. Oui, allez-y. Oui. Allez-y. Et encore? Donc, bon, encore, le savoir-faire de l'entreprise est d'une grande importance. Vous pouvez avoir le meilleur cahier de charges au monde. Quand l'entreprise a exécuté le contenu de ce cahier-là n'est pas à la hauteur de l'enjeu, ça ne peut pas aller. Je ne connais rien de cette entreprise. Donc, je suis en train de faire, si vous voulez, une sorte de suggestion. Il faudrait que l'entreprise travaille dans les règles de l'art, que la mission de contrôle soit à la hauteur de l'exigence. De toutes les façons, en pareille période, il faudrait être vraiment d'une grande capacité professionnelle pour pouvoir faire une route de qualité, parce que c'est la période la plus haute en matière de la remontée des eaux souterraines. Donc, la capacité portante de n'importe quel sol, à pareil moment, ne peut pas être solide quand vous avez, si vous voulez, le pouvoir hygrométrique du sol au plus haut niveau. C'est-à-dire qu'à l'heure là, les sols sont regorgés d'eau. Oui. Et pour travailler en ce milieu, il faut être prudent. Et encore, enfin, quand ces routes-là finissent là, un tronçon passe, finit, c'est-à-dire que la résistance optimale d'un béton armé ou d'un béton, c'est à 28 jours de sa mise en œuvre. Si à moins de 28 jours, vous faites passer les véhicules sur ces routes bétonnées, je vous assure que ce n'est pas pour longtemps. D'accord. L'autre question qu'on se pose, vous l'avez rappelé tout à l'heure, l'ennemi numéro 1 de la route, c'est bien l'eau. Mais quand on prend par exemple le tronçon Tombo au port autonome, on constate que le caniveau n'est que d'un côté et de l'autre côté, l'eau stagne là. Est-ce que c'est pas aussi un autre risque de dégradation rapide de ces chaussées? Bon, quand même depuis plus de 4 mois, je ne suis pas à Conakry, mais généralement, pour poser les caniveaux, on oriente les caniveaux en fonction du sens du ruissellement des eaux. C'est pourquoi sur la route, sur la chaussée, vous voyez souvent, nous faisons 2 toits. C'est-à-dire qu'à partir de l'axe de la route, il y a le bombement. Et alors, la pente va vers les caniveaux. C'est pour que les eaux ne restent pas à la surface de la chaussée. Donc, si souvent on peut faire les caniveaux d'un côté, c'est qu'on est sûr que les eaux vont vraiment converger vers ce côté. Mais si c'est le contraire, il y a force à parier que la résistance ne soit pas telle que nous voulons. Bala Moussa Konaté, ingénieur en pont et chaussée, notre spécialiste maison des questions routières. Merci d'être passé dans cette émission. Merci surtout pour cet éclairage. Je vous remercie, que Dieu protège la Guinée. Amen. Et la Guinée. La tribune de l'actualité plus, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée. Tout à l'heure, nous allons partir avec les invités ici dans ce studio, sur ce plateau, Al-Khali Bangoura, directeur général du centre forestier de Nzérékoud, avec qui le débat va essentiellement porter sur le fonctionnement de son centre, et Abdul Karim Keita, qui est président de la Fédération guinéenne de Krava Maga, avec lui aussi, le débat va porter sur cette discipline dans notre pays. Mais avant, on a suivi Bala Moussa Konaté, Daoura Mohamed Kamara, les travaux et
évolue, mais le risque quand même, il est encore là. Hein? Oui, le constat ou d'ailleurs l'inquiétude la plus élevée aujourd'hui, c'est bien que les entreprises qui travaillent, qui obtiennent des marchés, soient caractérisées d'abord d'une compétence technique, mais aussi d'une compétence ou d'une conscience professionnelle. C'est important. Parce qu'il suffit pas, il l'a rappelé, il suffit pas d'avoir un cahier de charge, je vais dire, très consistant, mais aussi avec une technologie très consistante. Il faut aussi que les techniciens qui y travaillent soient consciencieux, soient aussi d'une caractéristique professionnelle et d'une conscience professionnelle, d'une probité morale. Parce que ce qu'on constate aujourd'hui dans notre pays, lorsque un travail est confié à une entreprise, on fait le travail pas pour une longue durée, on fait pour qu'on soit rappelé le plus rapidement possible afin de se faire encore plein les poches. C'est ce qui complique les choses dans notre pays. À quoi joue le rôle de la mission de contrôle? Et c'est là le problème. Ouais. Les missions de contrôle, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui à Bakarkonde? Les missions de contrôle le plus souvent sont en connivence avec les entreprises. Le plus souvent, quand un missionnaire doit se déplacer, par exemple, pour aller sur le terrain à Farana, à Kankan ou en Zérekore, c'est l'entreprise qui prend son déplacement en charge. Alors qu'il est payé aussi pour ça. Alors qu'il est payé pour cela. Ouais. L'entreprise prend son hébergement en charge, son transport, son carburant, et toute la charge repose sur l'entreprise. Comment voulez-vous que ce missionnaire qui va pour contrôler quelqu'un qui est pris en charge par celui qu'il doit aller contrôler, comment voulez-vous qu'il travaille bien sur le terrain? Comment voulez-vous qu'il contrôle bien? On a fait beaucoup de sorties, par exemple, avec les ministres des travaux publics ici, des missionnaires à l'intérieur du pays, à Bakarkonde. Mais tenez-vous bien, les carburants sont pris au niveau des bases vies des entreprises. Les carburants sont pris au niveau des bases vies des entreprises. L'hôtel est pris en charge par l'entreprise. Ses frais de mission sont pris en charge par l'entreprise. Comment voulez-vous qu'un tel missionnaire vienne vraiment contrôler? C'est ça le problème. Il faut qu'il y ait une indépendance entre l'entreprise et le missionnaire qui vient. Mais ça, il revient à l'État de jouer ce rôle. Hein? Oui, il revient à l'État de jouer ce rôle. Mais est-ce que... si vous payez quelqu'un pour faire quelque chose, s'il ne le fait pas, il faut le sanctionner. Est-ce que ce que l'entreprise donne au missionnaire, est-ce que c'est écrit? Est-ce que ça a une trace? Est-ce que l'État sait que l'entreprise prend ce missionnaire en charge? Ce sont là les questions. C'est une négociation qui se passe entre le missionnaire et l'entreprise. Il vient, on a vu le cas de Kuntia ici avec cette société OAS, où il y a eu un premier travail. L'entreprise même a reconnu qu'il y a eu une défaillance, mais on l'a laissé faire dans la cuisson du bitume. Ouais. Et quelques jours après l'ouverture des voies, on a constaté les nids de poules qui s'installaient. Ça n'a même pas fait 2 mois, ça n'a pas fait 3 mois. Ouais. Et c'est après que le département nous a dit effectivement, nous avons été alertés, nous avons pris les dispositions on a sommé l'entreprise, mais l'entreprise a été sommée, mais ça n'a pas empêché quand même que les nids de poules s'installent sur la chaussée. Donc, je crois qu'il faut que des deux côtés, l'entreprise qui travaille soit d'une probité morale irréprochable, mais le missionnaire aussi qui vient pour contrôler soit d'une probité morale irréprochable. Mais si il y a une connivence, il y a une corruption qui s'installe entre les deux parties, ne nous attendons vraiment pas à des travaux pérennes qui vont durer comme il l'a dit, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Ça va se faire chaque 6 mois, chaque 1 an. C'est compliqué. À présent, on va se tourner vers le premier invité ici dans ce studio, Monsieur Bangoura Alkali. Vous êtes le directeur général du centre forestier de Nzérekore. Présentez-nous rapidement ce centre. Merci Monsieur Kondé. Je voudrais d'abord remercier la radio Chérie FM. C'est un devoir. Pour m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer et de m'adresser aux auditeurs. Je commencerai par dire que le centre forestier est un peu mal connu de nos auditeurs du public guinéen, parce que c'est un centre qui évolue dans la région forestière. En fait, le centre forestier est une institution de l'État, comme toutes les directions de l'administration. Il a une direction générale, donc il obéit au statut qui régit l'administration guinéenne. Il a été créé en 1965 avec l'appui de la FAO
Et à l'époque, le centre forestier avait pour vocation d'appuyer les jeunes étudiants en formation en foresterie pour leur pratique. En un mot, c'était un centre d'apprentissage. Et le site d'intervention, le siège était à l'époque à Massanta, dans la commune rurale de Seredou. À l'époque, on l'appelait centre forestier de Seredou. Et pendant cette période, il a été créé des unités industrielles en matière de technologie du bois, notamment l'usine de sillage, l'usine de panneaux de particules et de contreplaqué. Donc, les étudiants en formation à l'époque à l'école forestière de Seredou venaient là faire la pratique. Donc, ça c'est la première étape de centre forestier. Donc, de 1965 à 1970, le centre forestier a effectivement évolué dans ce sens. Plus tard, la branche forestière a été transférée à Fulaya, à l'institut, à l'actuelle université de Kindia, où les gens ont suivi leur formation. Mais néanmoins, les étudiants faisaient des excursions de Kindia pour la forêt classée des Yama, donc encore au niveau du centre forestier, pour leur pratique. Donc il y a eu une période creuse de 1970, des années 70 à 1991. L'année à laquelle le gouvernement guinéen a formulé une requête auprès de la Banque mondiale pour prendre en charge l'étude de la protection de la forêt des Yamas, particulièrement. Pourquoi? Parce qu'on avait constaté que des incursions des populations étaient constatées dans ces forêts. Et ce n'est pas seulement à Ziyama, mais aussi à Yéké. Donc en 1991, il y a eu la formulation d'un projet qui a été exécuté de 1991 à 1995. Ce projet a été financé conjointement par la Banque mondiale, la République fédérale d'Allemagne à travers la coopération financière, la KfW, et le gouvernement guinéen. Donc, en 1996, il y a eu un second projet qui, cette fois-ci, au lieu que... Je rappelle d'abord que lorsque le projet de 1900, le projet fort, projet de gestion des ressources forestières est venu, on a ciblé deux grandes forêts. La forêt classée des Yama et la forêt classée de Yéké. Je rappelle de passage que ce sont les deux plus grandes forêts guinéennes. Ziyama a une superficie de 119 000 hectares et Yéké 64 000 hectares. Donc, pour le gouvernement, en raison de l'importance de ces forêts, en raison du fait que c'est au niveau de ces forêts que jusqu'à aujourd'hui, on peut trouver des forêts primaires et une biodiversité importante, il fallait nécessairement prendre les mesures conservatoires. Donc, ce projet est né dans ce sens-là. Ok. Allez-y. Donc, en 1996, parce qu'on va revenir tout à l'heure sur les acquis, comment les projets ont évolué. Oui. Donc, à partir de 1996, il y a eu un deuxième projet dénommé projet de gestion des ressources rurales qui était venu pour mettre en œuvre, continuer les acquis du projet fort, donc du projet de gestion des ressources forestières. À son arrivée, on a préféré, compte tenu du fait qu'on a demandé une extension du centre forestier à d'autres forêts, de transférer le siège du projet du centre à Zérekoré, parce qu'il prenait une dimension régionale. Trop de transferts. Hein. Voilà. Bon, un seul transfert. Il n'y a pas eu plusieurs, un seul transfert. Allez-y. Parce qu'en fait, au départ, lorsque nous parlons du premier projet, c'était deux forêts. La forêt classée de Ziyama dans la préfecture de Massanta,
d'abord à la création, c'était l'unique forêt qui était concernée par le centre forestier de Seredou, donc avec pour siège la préfecture de Massanta. L'arrivée du premier projet, on a ciblé deux forêts, une à Massanta et l'autre à Yomu, à cheval entre Yomu et la préfecture de Zérékoré. Ça, c'est la forêt classée de Yéké. Donc, lorsque le PGRR est venu, projet de gestion des ressources rurales, on a étendu le champ d'action du centre forestier. On est parti des deux forêts à 3 autres forêts. À 3, pardon. À 3. Donc, on a ajouté une nouvelle forêt, c'était le Montbéro. Et Montbéro, c'est à cheval entre Bela, Lola et Zérékoré. Donc, on ne pouvait plus maintenir le centre forestier à Seredou, mais il fallait le ramener au siège même de la région, donc à Zérékoré. 1996, 2003, la fin du PGRR, le départ d'un autre projet, le projet PGRF, projet de gestion des ressources forestières. Cette fois-ci, on passe de 3 à 6 forêts classées. Ouais. Donc, voilà comment le centre forestier a grandi de Seredou avec la forêt classée de Ziama, en 2003 avec la forêt classée non seulement de Ziama, Djeké, Montbéro, Pic de Fond, ça c'est Abela, Kerouane, et Bana, Bonama et Yono. Donc Bonama, ça c'est la dernière née ou le dernier né des sites d'intervention. C'est en 2008 seulement qu'il a été rajouté, ce qui fait qu'on est passé de 6 forêts classées à 7 forêts classées à ce jour. Donc voilà un peu l'évolution du centre forestier des Zérékoré. Maintenant que le centre, vous l'avez dit au début, c'était l'apprentissage des étudiants. Aujourd'hui, quelle est la vraie vocation du centre forestier de Zérékoré? Oui, c'est ce qui est important. Le centre forestier, en fait, comme je l'ai dit, c'est une direction, comme toutes les autres directions de l'administration publique. Elle a pour mission la gestion durable des ressources forestières, des forêts classées qui lui sont affectées, autrement dit, qui sont placées sous sa tutelle. À ce titre, le centre forestier est chargé de la conservation de la biodiversité, de la protection des ressources forestières, notamment le potentiel génétique de forêt, parce qu'en fait, si vous entendez qu'une forêt est pérenne, c'est parce qu'il y a des ressources qui produisent des semences, des graines, et qui permet à la forêt de se régénérer. Donc, il y a l'appui aux mesures riveraines. Parce qu'en fait, en matière forestière, pour protéger la forêt, on dit souvent que ce n'est pas de l'intérieur qu'on protège la forêt. Mais de l'extérieur. C'est de l'extérieur. Parce que ce sont les populations qui viennent vers la forêt. La forêt ne va pas vers la population. C'est la forêt qui est agressée. La forêt qui est agressée, parce qu'il faut satisfaire les besoins domestiques, qui sont très divers. Donc, on agresse la forêt. Toute chose qu'on ne peut pas trouver en dehors de la forêt, on rentre à l'intérieur. Donc, ce sont les grands axes d'intervention du centre forestier. Protection de forêts humides, conservation de la biodiversité et appui aux communautés riveraines pour les sédentariser, les mettre en dehors de la forêt, tout en les appuyant à l'amélioration de leurs conditions d'existence. Et par quel mécanisme vous passez pour jouer pleinement cette mission? Est-ce que c'est des agents qui sont à votre disposition? Comment ça se passe? Quelle est aujourd'hui la présence du personnel de protection et de conservation de la biodiversité? Bien. D'abord, avant que je réponde à cette question, qui est très importante, je voudrais vous parler de quelques acquis. Allez-y. Lorsque nous avons mis en œuvre le projet FOR, on est arrivé à l'élaboration de plans d'aménagement pour les deux premières forêts, les deux premiers massifs, Ziama et Djeké. Ensuite, il y a eu un inventaire de la faune.
qui a prouvé que Ziama était d'une importance capitale. Parce qu'on a identifié plus de 345 espèces animales. Des mollusques, des invertébrés aux vertébrés, autrement dit des mollusques aux grands mammifères. Et vous entendez souvent parler des éléphants. Oui. Donc ce sont des espèces emblématiques qui sont présentes à Ziama. Bon. Avec 119 000 hectares. Hein? Avec 119 000 hectares. Et la présence des chimpanzés est signalée. Il y a la présence des chimpanzés, de l'hippopotame nain, les buffles dans certaines forêts classées. Donc, pour exclusivement Ziama, qui a été érigé en réserve de biosphère en 1981, on a estimé que c'était un hotspot de biodiversité, donc un point chaud de biodiversité, en raison de sa richesse. Et qu'il fallait vraiment converger tous les efforts pour la protection de cette forêt. Donc il y a eu ce plan d'aménagement, il y a eu d'abord, compte tenu de l'agression que ces forêts avaient subi, il y a eu déguerpissement des populations pour les mettre hors de la forêt, les cantonner à une distance normale, donc en restaurant l'intégrité de la forêt. Ensuite, il y a eu des plans à travers le plan d'aménagement qui a été élaboré, donc une planification du reboisement pour la restauration des zones dégradées, la formation des cadres, parce qu'il y a eu une reconversion de certains ingénieurs agronomes, le métier du forestier. Et ça, il y a près de 600 qui ont été formés à Farana Tindo, plus un appui institutionnel considérable. Si vous vous souvenez, si encore les moments c'était un moment très alléchant au niveau de la Direction nationale des eaux et forêts, parce qu'à l'époque, le centre forestier était rattaché à la Direction nationale des eaux et forêts. Donc il y a eu un appui institutionnel extrêmement important, ce qui faisait fonctionner non seulement tous les services de la Direction nationale, mais aussi certaines structures au niveau de l'intérieur du pays. Pour le PGRR, il était question de mettre en œuvre les deux premiers plans d'aménagement et élaborer le troisième plan d'aménagement pour le pic de fond. Donc, il était prévu, comme je le disais tantôt, dans le plan d'aménagement, la restauration, la formation de l'appui aux communautés riveraines. Au plan reboisement, pour la série, parce qu'on a compartimenté la forêt en trois grandes séries, une série d'amélioration, une série d'utilisation durable de production et une série de protection intégrale. C'est là où il y a le potentiel génétique qu'il ne fallait pas du tout toucher. Donc on a eu 8000 hectares de reboisement de 1996 à 2009 dans l'ensemble des forêts classées. Les populations ont été non seulement formées en menuiserie, donc aux petits métiers locaux, teinture, saponification, menuiserie, parce que là il y a eu près de 25 artisans locaux qui ont été formés, parce qu'on ne pouvait pas former tout le monde en menuiserie, mais il fallait spécialiser et donner des corps de métier, et appuyer les corps de métier qui étaient là au niveau des villages. Les écoles ont été restaurées, d'autres construites, les points d'eau protégés, ça c'est les têtes de source. Mais les points d'eau ont été réalisés, les centres de santé réhabilités là où il y en avait, et là où il n'y en avait pas, avec les moyens à notre disposition, on en a construit. Donc grosso modo, voilà un peu les acquis aujourd'hui ou les réalisations. Les différents projets. Voilà. Vrai, la liste n'est pas exhaustive. Sinon, on a fait beaucoup de choses au niveau du centre forestier et plus tard, je pourrais vous donner. Mais là, quel est le mécanisme aujourd'hui? Le mécanisme, justement, vous savez, pour gérer, c'est comme toute administration, il faut nécessairement qu'il y ait du personnel. Il y a le personnel cadre, donc personnel de conception, mais aussi du personnel d'exécution.
De 1991 jusqu'en 2013, d'abord le centre forestier, comme les autres services de l'administration forestière, ont vécu avec le statut civil. Donc il y avait du personnel, comme tout le personnel qu'on trouve partout ailleurs. Aujourd'hui, avec l'avènement de la réforme du secteur de sécurité, c'est là d'ailleurs, on salue les efforts du président de la République, qui a mis à l'avant dans son programme pour le premier quinquennat la réforme du secteur de sécurité. C'est à cette occasion qu'on a créé le corps des conservateurs de la nature, garde forestier, comme on l'appelle. Et ces gardes forestiers qui existait par le passé. Oui, ce corps existait effectivement par le passé, qui a disparu. Ouais. Parce que là, il ne faut pas biaiser. Il avait disparu au lendemain de l'indépendance. Oui. Plusieurs tentatives de restauration avaient été vaines, notamment en 1989, où on a recruté, rappelé les miliciens qui n'ont pas tenu, parce qu'en fait, on était en présence de deux situations. Ceux qui déjà avaient la tenue et qui devaient être commandés par les gens, par les unités, des civils. Commandés par les civils. Ils n'ont pas accepté de rester longtemps. Et finalement, on les a déployés dans les autres corps paramilitaires, notamment la police, la douane et la gendarmerie. La gendarmerie, très peu. Mais surtout douane et la police. Donc, avec cette évolution, la création du corps paramilitaire des conservateurs de la nature, il y a eu le recrutement de 2000 gardes forestiers et conservateurs de la nature, avec la formation de 48 cadres formateurs. Donc ça, c'était déjà une première étape. Et ce sont ces gardes forestiers qui ont été déployés à l'intérieur du pays au niveau de chaque service de l'administration forestière. Au niveau du centre forestier, on a reçu 200, tout le personnel confondu. On était jusqu'en 2014 246 cadres, beaucoup plus les gardes forestiers et les cadres d'encadrement. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de continuer à travailler, quand bien même les efforts beaucoup d'efforts restent encore à concentrer, parce que pour travailler, il faut nécessairement... On va revenir tout à l'heure au défi aujourd'hui. On se tourne vers le second invité ici, dans ce studio, sur ce plateau. Il s'agit de M. Keita Abdelkarim. Vous êtes le président de la fédération Krav Maga, voilà, c'est bien dit maintenant. C'est quoi cette discipline, M. Keita? Krav Maga, c'est un sport comme tous les autres. Et puis c'est un sport olympique qui est créé en Israël depuis 1950. Donc, créé depuis 1950, allez-y. Donc, on a jugé nécessaire, nous aussi en Guinée, de mettre une fédération de Krav Maga en Guinée. Il y a de cela 2 ans. Donc, c'est ça. Quand on parle de Krav Maga, quand on parle de football, on sait quand même que c'est le ballon qu'on joue sur le terrain. On parle de basketball, tennis et autres, la même chose. Mais Krav Maga, c'est quoi exactement? Krav Maga, c'est un sport de combat rapproché. Oui. Comme le karaté? Comme le karaté, comme judo, comme boxe, comme muay thai, comme taekwondo. Quels sont les endroits du corps qui sont concernés? Sauf les yeux et le poitrine ne sont pas concernés. Sauf ça. Le nez, la bouche, les oreilles? Non, la bouche, non, ça fait partie. C'est ça. Alors, Krav Maga, vous êtes le président de la fédération guinéenne, mais peu sont aujourd'hui des Guinéens qui connaissent de prononcer le nom de cette discipline. Krav Maga. Alors, chaque sport, on le sait, chaque discipline a ses caractéristiques. En quoi est caractérisé ce sport, cette discipline de Krav Maga? Est-ce que comment ça se passe? Est-ce qu'une équipe de 12?
Est-ce que des combats individuels? Comment ça se passe ce sport? Le règlement intérieur. Oui, il y a un règlement intérieur que je ne peux pas tout vous expliquer ici, mais ça se fait à 2. Mais une équipe, il y a 4 personnes dans chaque équipe, mais ça se fait à 2 sur le ring. Comme karaté, je vous ai dit tout de suite. Oui, comme karaté, boxe. comme boxe, comme le judo, comme le muay thai, comme le taekwondo. Oui. C'est un sport de combat corps à corps, rapproché. C'est ça. Depuis quand ça existe en Guinée, ce sport? Ce sport, ça existe en Guinée depuis 2016. Oui, 2016 exactement. Mais nous, on a trouvé nécessaire de mettre la fédération en 2000. Non, le sport là est pratiqué en Guinée depuis 2006. 2006, hein? Je me trompe. Donc, on a jugé nécessaire de mettre la fédération en 2016. C'est ça. Donc 10 ans après. 10 ans après. Alors aujourd'hui, la fédération, est-ce qu'une fédération sur papier ou une fédération qui est bien installée, qui a des rapports avec les autorités sportives, notamment le ministère des Sports? Oui, mais si Daouda le permet, avant de parler même de la mise en place de la fédération, c'est l'adhésion d'abord. Oui. Et comment ce sport, est-ce que il bénéficie de l'adhésion de la jeunesse? Quelle couche? Est-ce que c'est les étudiants, les élèves, ceux qui ont fini les études, ils n'ont pas d'activité, ou ceux qui n'ont aucune formation? Le sport est intéressé par quelle couche réellement? Ce sport est pratiqué par tout le monde. Étudiants, pas étudiants, jeunes, vieux, tout le monde. Ça concerne tout le monde. Et quels sont les lieux de regroupement pour sa pratique? Pour la pratique, actuellement, au moment où je vous parle, nous entraînons tous les jours, du lundi au vendredi, au bord de la mer. Parce que c'est un sport, vraiment, ça se pratique au bord de la mer. Donc les endroits pour le les moment, endroits... on le fait sur le sable. Parce qu'on n'a pas dans des compétitions pour pouvoir faire les rings. C'est pourquoi nous le faisons pour le moment sur le sable. Parce que tout le monde peut le pratiquer. Et puis, comme jeunes, vieux, femmes, enfants, tout le monde. Il y a des femmes dedans? Il y a des femmes dedans, oui. Des jeunes filles? Des jeunes filles, oui. Au nombre de combien environ? Actuellement, on a 4 jeunes filles dedans. Les femmes, on a 3 femmes. Et qu'est-ce qu'il faut pour pratiquer ce sport? C'est juste s'entraîner. Tu viens, tu nous rencontres, tu t'inscris comme un club. Tu t'inscris, bon, on te dit les règlements, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. On te retire une carte d'identité. Il y a des pièces quand même à fournir. Quelles sont ces pièces? Il y a une carte d'identité. Nationale photocopie. Il y a un CV. Et il y a les documents comprennent la justice là. Oui. Il y a 4 photos casier d'identité. judiciaire. Il y a un casier judiciaire. Là, Certificat de résidence. un certificat de résidence. Là, tu es autorisé à pratiquer. D'accord. Ma question, je reviens à présent. Vous dites que aujourd'hui, vous vous entraînez au bord de la mer, sur le sable. On sait que les autres disciplines, quand on va au stade du 28 septembre, par exemple, il y a des petites annexes qui sont là. Et chaque fédération a un siège et travaille régulièrement et en contact direct avec les autorités et le département. Krav Maga, aujourd'hui, quels sont... ou quelle est votre installation, votre implantation en Guinée? Je veux vous dire un peu, depuis qu'on a l'agrément de cette fédération, parce que jusqu'à aujourd'hui, là où je suis, je n'ai pas ma délégation de pouvoir. Mais depuis que j'ai l'agrément pour la fédération là, il n'y a pas de suivi du ministère, non seulement du sport, mais de la décentralisation aussi. Tout ce qui est fait pour la fédération est fait par moi alors là, pour le moment. D'accord. Mais est-ce que vous avez approché le département pour... Quel département? Le ministère des Sports, le ministère de l'administration du territoire? Les autorités concernées. Les autorités concernées. Oui, les autorités c'est la décentralisation le ministère de la décentralisation qui m'a donné l'agrément. Et j'ai mis les documents à l'air là pour la délégation de pouvoir au ministère des Sports. Ils savent très bien que la fédération est là, mais ils ne font rien. C'est ça la vérité, il ne faut pas tourner autour du pot. Ils savent très bien que la fédération est là, mais tout ce qu'il faut faire, alors là, la fédération est fait par moi. Oui, c'est facile de dire ils ne font rien, mais est-ce que vous-même vous faites quelque chose? Bien sûr, pour les faire bouger aujourd'hui, pour vous accompagner? Nous faisons quelque chose, parce que là, au moment où je te parle comme ça, on a une trentaine de personnes à former de la gendarmerie, du haut commandement. Donc, c'est voilà certaines de nos activités qui est phare.
Parce qu'on ne peut pas compétir. Vous les formez pour le moment, on ne peut pas formez compétir. en quoi? On les forme en Krav Maga, et en Wushu Sanda et en Ma. Parce que n'oubliez pas, c'est une fédération de 3 disciplines. Ce n'est pas non seulement le Krav Maga, c'est le Krav Maga, le Wushu Sanda et le Ma. Quelle est la différence entre ces différents... Krav Maga, c'est un sport qui est pratiqué souvent en Europe. Le Ma est pratiqué aux États-Unis. Et Wushu Sanda est pratiqué en Asie. Quels sont les points de convergence et de divergence de ces sports? Voilà. C'est-à-dire, Ça fait... Usanda, Wushu Santa. Wushu Santa, je vais dire Wushu Santa, Oui. Wushu Santa, Ma Oui. et Krav Aujourd'hui, Maga. Daouda est à l'école. Hein? Je suis vraiment à l'école à Bakar Pandé. Alors, Wushu Sanda, tous ces sports, tous ces 3 disciplines sont le même. C'est des mêmes sports de combat, de rapprochement, mais il y a des différences. Pour un pratiquant qui connaît tous ces sports, il sait la différence entre Krav Maga, la différence entre Wushu Sanda et la différence entre Ma. parce que quand on prend par exemple Monsieur Keita, Oui. on prend le karaté ou la boxe d'ailleurs, on a le kickboxing, Oui. on a la boxe Oui. exclusivement les mains. Alors, quand on va au Japon, vous avez parlé tout à l'heure du Japon, de Oui. l'Asie en grosso modo. Oui. C'est le taekwondo qui C'est est très développé. le taekwondo, le tai chi, mais aussi le Wushu Sanda, comme il l'a dit. Comment ça se passe? Quel est le point de rapprochement? D'abord, je dis tous ces sports que tu pratiques et que tu expliques là, Krav Maga renferme tout ça là. C'est tous ces sports qui réunissent, qui donnent Krav Maga. C'est-à-dire c'est close combat. Est-ce que tu comprends? Tous les sports de main, de combat que tu connais, Krav Maga regroupe tout ça. C'est tout ce qui donne Krav Maga. Kickboxing, la boxe, taekwondo, karaté, jutsu. on peut retrouver tout leur kata dans le Krav Krav Maga. Maga. Dans le Krav Maga. D'accord. Et vous êtes un maître? Le maître, c'est pas moi. C'est qui? Le maître est là, il est un peu en retard, c'est pour qu'il n'est pas dans le studio. Et vous jouez... Est-ce que vous pratiquez vous aussi ce... Oui. C'est ici vous l'avez appris ou bien en Israël? C'est ici que moi je l'ai pratiqué ici. Qui était votre maître? C'est le directeur sportif Technique de la qui fédération. est absent, qui n'est pas venu. D'accord. Aujourd'hui, vous dites que vous attendez la délégation de pouvoir. Oui. C'est quoi la délégation des pouvoirs et pour quelle fin? Ok. La délégation de pouvoir là va me permettre de faire une compétition en Afrique. D'abord en Guinée, en Afrique et partout dans le monde. Je vous disais tout à l'heure que alors là, on a une trentaine de personnes à former du haut commandement du général Baldé. Est-ce que vous comprenez? Ceci, je les ai expliqués. Oui, pour la formation, il n'y a pas de problème. Mais je veux... La fédération, là, c'est pas sur papier, comme vous le disiez. C'est pas sur papier. Nous voulons compétir. Donc, chaque unité qui viendront vers nous pour la formation, nous serons à ta disposition. Mais il faut nous accepter quelque chose. C'est quoi la chose? C'est de mettre un club dans chaque unité. Okay. Même si on a 6 clubs ici à Conakry, nous pourrons compétir. Ok. Vous avez parlé de la gendarmerie et tout à l'heure vous avez dit que tous les corps ou toutes les couches peuvent être intéressées. Oui. Et la gendarmerie, en quoi la particularité par exemple des corps militaires, gendarmerie, douane, l'armée, police, en quoi c'est vraiment important pour ces corps-là, pour embrasser ce sport. Parce que ces corps ont déjà une formation initiale. Oui. Mais on appelle commune de base et puis des formations spécifiques. Spécifiques. En quoi Krav Maga peut-elle être une discipline de plus pour leur formation? Krav Maga, pourquoi la gendarmerie d'abord? La gendarmerie est exposée aux bandits à tout moment. Et le Krav Maga, c'est contre ces trucs de banditisme, de violence. L'autodéfense. C'est self-défense en un mot. C'est contre ces trucs-là. Le banditisme, la violence. C'est pourquoi je te disais tout de suite que même les femmes sont intéressées, ils sont en train de pratiquer à l'heure là avec nous. C'est ça. Donc, en un mot, c'est l'apprentissage du combat corps à corps. Combat corps à corps. Ça peut être le karaté. Judo. Et pour pratiquer, boxe. quel est le mode vestimentaire utilisé? La tenue. Quelle est la tenue utilisée? On a un kimono que toi tu n'as pas pratiqué. Sinon, du kimono, tu comprends. Il y a des maillots pour pratiquer ce sport. Il y a des maillots.
Et comment vous faites pour avoir ces maillots? C'est sur le marché ici? C'est sur le marché, c'est même, il y a des maillots qui sont même au Paradis Sport. Il y a des maillots au marché, il y a des maillots au Paradis Sport. Il y a certains avec nous même à la fédération. D'accord. Des invités, mesdames et messieurs, ici dans ce studio et sur ce plateau, monsieur Alikali Bangoura, directeur général du centre forestier de Nzérékoré, et monsieur Keita Abdul Karim, qui est le président de la fédération guinéenne de Krav Maga. Monsieur Bangoura, vous êtes intéressé du Krav Maga? Puisque vous êtes pour le renforcement des capacités, c'est comme ça on appelle nous en journalisme. La remise en question. Bon, ça va vous intéresser? Bon, je dirais que d'abord c'est un sport que je ne connaissais pas. C'est la première fois que j'entends parler. Krav Maga. Le Krav Maga. Et je pense que avant que nous nous intéressions à ce sport, il faudrait bien que l'on approche le directeur pour qu'on sache le contenu même, la gamme de sports qu'il y a là-dedans. Et qu'est-ce qui pourrait effectivement... Surtout la gamme d'activités. Gamme d'activités qui pourrait intéresser le corps des conservateurs de la nature. Parce que vous êtes confronté parfois en pleine forêt avec les tronçonneurs. Oui, avec il n'y a pas que les tronçonneurs. Nous avons un métier vraiment qui est très dur. Parce qu'en fait, il n'y a pas... Les tronçonneurs, c'est une gamme de délinquants qui, comme les autres braconniers, qui agressent la forêt. Non seulement la forêt, mais les conservateurs. Mais aussi le personnel qui assure la surveillance. Donc, nous avons un personnel qui est formé, qui n'est pas encore armé. C'est vrai, il faut... On a vu la dernière formation du côté de Bokeh et Kalia. Non, de Kalia. Plutôt de Kalia. Donc... Mais vous parliez tout à l'heure de la forêt primaire. Oui. Qu'est-ce qu'une forêt primaire? Une forêt primaire, c'est une forêt dans laquelle l'homme n'est pas encore intervenu. Pour une fois. Pour une fois. C'est-à-dire qu'on n'a jamais coupé, on n'a jamais détruit la forêt pour qu'elle se reconstitue. Parce que dès que vous pénétrez une forêt pour pratiquer une activité... Donc on peut appeler une forêt vierge. C'est une forêt vierge. Donc, contrairement à une forêt secondaire qui s'est reconstituée sur les cendres de la forêt primaire. D'accord. Mais est-ce qu'en Guinée aujourd'hui, parce que les cris de cœur, l'environnement est menacé, l'environnement est agressé, est-ce que la Guinée dispose aujourd'hui d'une forêt primaire vraiment digne de nom, quoi? Oui, c'est ce que je dis. À Ziama, cette forêt existe. À Yéké aussi. Nous avons près de 18 à 25% au niveau du noyau central. Parce que vous prenez le plan d'aménagement qui, je le disais tantôt, qui est compartimenté en série. La série de protection intégrale est constituée de forêts primaires, donc une forêt vierge. Et c'est là où il y a le potentiel génétique pour permettre à la forêt de se régénérer. Ou alors de pratiquer la restauration, parce que nous, tout le reboisement dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est à partir des essences locales. On n'a utilisé qu'un pour cent d'essence exotique, et ça c'était pour former une ceinture tout simplement entre la zone sahélienne et la région forestière au niveau du Montbéro. Sinon, partout ailleurs, nous avons utilisé les essences locales. Alors, avant de vous retirer la parole tout à l'heure, nous parlions des défis auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui, le centre forestier de Nzérékoré. Quelles sont aujourd'hui vos réelles préoccupations? Aujourd'hui, réellement, c'est la préservation de ces forêts. Parce que, comme toujours, il faut se mettre devant les préoccupations de préserver, de conserver le patrimoine forestier. Parce que la nuit dernière, je prendrai un exemple, il a plu. Parce qu'il y a une liaison étroite entre l'eau, la forêt et le sol. Lorsqu'il y a la forêt, le sol est maintenu. Pas seulement humide, mais il est là, il n'est pas dégradé.
et l'eau s'infiltre. Il n'y a pas de ruissellement de surface. Donc, tout s'infiltre. C'est ce qui donne naissance aux sources et qui alimente les cours d'eau. Ok. L'évaporation qui se fait, que ce soit l'évapotranspiration à partir des arbres, que ce soit l'évaporation à partir des cours d'eau, des océans, qui forment les images, qui permet de faire tomber la pluie. Mais s'il n'y a pas d'arbres, le sol s'en va, on perd l'eau, et finalement nos cours d'eau tarissent. Comme on voit aujourd'hui en traversant la Haute-Guinée, les cours d'eau pratiquement n'existent plus. Tout à fait. Et tout cela, c'est les facteurs de dégradation viennent de nous, les hommes. L'homme est le premier ennemi de la forêt. Comme l'eau est le premier ennemi de la route. Comme l'a dit le spécialiste. Oui, le spécialiste le disait tout à l'heure que l'eau est le premier ennemi de la route si les dispositions ne sont pas prises pour sauvegarder les chaussées. Oui. En forêt également, si les dispositions ne sont pas prises, s'il n'y a pas de mesures qui permettent de conserver, la forêt s'en va. Vous allez me demander tout à l'heure comment les paysans, ceux qui parce qu'on a les champs à faire, les plantations. Oui. Là, surtout que c'est l'agriculture sur brûlis. Effectivement. Je ne dirais pas que c'est l'ennemi numéro 1, puisque nous tous vivons de l'agriculture. La Guinée est à 80% agro-pastoral. Mais il faut nécessairement savoir concilier l'agriculture et la foresterie. D'où ce qui nous fait déboucher sur ce qu'on appelle communément l'agroforesterie. C'est-à-dire la forêt dans l'agriculture, l'arbre dans l'agriculture. Il faut nécessairement que cette approche de conservation des arbres, cette approche de conservation du sol et d'amélioration des rendements des cultures puisse être développée au niveau des paysans pour qu'on arrête de cultiver ou de pratiquer le nomadisme agricole. Parce qu'une forêt défrichée, c'est 1 ou 2 fois qu'on cultive et on migre ailleurs. Avant, c'était 7 ans, mais aujourd'hui, une jachère qui se développe, une jachère normale, c'est 7 ans. Disons là où, mais avec l'accroissement de la démographie, on a réduit la durée des jachères à 4 ans, 3 ans, certains endroits. Et je connais des zones en Guinée, vers la Haute-Guinée, que j'ai pratiqué, le sol est si dégradé que on fait maintenant les cultures, même pour le fonio, sur bion. C'est autant dire que si on ne s'oriente pas vers la restauration des terres, la restauration forestière, tôt ou tard, non seulement on n'aura pas de sol agricole, pour avoir un sol agricole, il faut avoir l'eau, pour développer l'agriculture, il faut l'eau, nécessairement. Et pour l'eau, il faut la forêt. Et il faut la forêt. Donc, il faudrait bien qu'on concilie l'agriculture, le développement de l'agriculture avec le développement forestier. Oui, mais qui parle de la forêt parle de cette société, Forêt Forte. Régulièrement, elle est incriminée par des ONG d'observation de la nature. Est-ce que c'est votre point de vue? Est-ce que les forêts dont vous avez charge de protéger sont concernées par son exploitation? Bon, pour le moment, Forêt Forte n'est pas présente dans nos forêts. Vous savez, c'est une question que je ne pourrais pas suffisamment aborder ici, parce qu'il faudrait faire des études, faire un constat de terrain pour dire que telle société qui fait ceci dégrade ou ne dégrade pas. Oui. Logiquement, est-ce que Forêt Forte est intervenu dans les terroirs villageois? S'il y a un suivi, s'il y a une planification, une société ne fait que des prélèvements. Une société ne fait pas de coupe rase. Parce que c'est du charbon en bois. Elle intervient selon un plan d'exploitation. Et dans le plan d'exploitation, les arbres sont ciblés. On coupe tel arbre, on laisse tel autre pour un autre passage. Pour la relève.
Parce que ce que nous appelons en aménagement forestier, la rotation. Vous passez sur une parcelle cette année. Si c'est une concession ou un aménagement pour 25 ans, cette parcelle que vous avez, sur laquelle vous avez travaillé cette année, ne pourra être retravaillée que 25 ans après. Ça veut dire quoi? Si vous avez laissé un arbre qui n'avait pas atteint l'âge d'exploitabilité, 25 ans après, il est possible que cet arbre ait atteint cet âge d'exploitabilité. Malheureusement, lorsque la société passe, par exemple, prélève ce qui doit être prélevé, il y a aussi d'autres artisans qui ne sont pas contrôlés, les artisans locaux, L'exploitation artisanale, qui passent et qui ne laissent aucune chance À la relève. à la relève. La rotation. Pire, c'est aussi le passage des... Parce que les routes sont faites, donc il y a plus de facilité pour atteindre les zones qui étaient jadis difficiles et qui étaient inaccessibles, merci bien. Et les gens viennent installer les champs. Et tenez-vous bien, même si c'est un gros arbre qui est présent dans un domaine, une fois que l'agriculture s'installe, ce que j'ai vu il y a quelques années, on fait le ceinturage de l'arbre et l'arbre meurt. Non seulement économiquement on perd, écologiquement on perd, et ça n'apporte rien. Parce qu'au plan écologique, l'arbre ne peut plus produire de semences pour permettre de restaurer. Donc, l'agriculture itinérante, extensive, détruit plus qu'une exploitation raisonnée, durable et qui respecte les règles prescrites par le plan d'aménagement et par l'ensemble des différents textes législatifs et réglementaires en matière de gestion des forêts. Et aujourd'hui, L'autre question que j'ai envie de poser, c'est bien, vous travaillez à la protection, à la conservation, mais cela n'empêche pas qu'il y ait des personnes qui passent par derrière, qui passent outre. Quelles sanctions, ou est-ce qu'il vous arrive de mettre main sur certains et les conduire devant, par exemple, la justice? Justement, vous avez parlé tout à l'heure du personnel. Et aujourd'hui, je me réjouis que nous ayons tous fait la formation commune de base, avec la présence des gardes forestiers, avec l'appui apporté par les partenaires au développement. On a acquis une certaine formation, une certaine expérience. Et pour aborder dans le sens de votre question, effectivement, il y a souvent beaucoup de délits. Il n'y a pas que de délits, parce que vous avez parlé tout à l'heure des tronçonneurs, il y a des délits de coupe de bois, donc les tronçonneurs. Mais ce qui est surtout grave, c'est les délits de faune. Les chasseurs. Les chasseurs, donc les braconniers. Vous savez, tout chasseur n'est pas un braconnier. Mais tout braconnier est chasseur. Le braconnier, c'est l'homme qui toujours enfreint à la règle. Il n'aime pas respecter. C'est un délinquant, donc il commet des délits en forêt, tant sur la faune, tant que sur la forêt. Donc, il nous arrive d'appréhender, parce qu'il y a eu des cas d'abattage de chimpanzés, des cas d'abattage d'éléphants et d'autres espèces intégralement protégées. Le dernier abattage en date, c'était en juillet 2016, avant que je n'aille au camp. Il y avait un groupe de braconniers qui sont allés dans la zone de Zébéla, qui ont abattu un éléphant tout d'ailleurs, pas un éléphant âgé. Malheureusement, on a trouvé le chasseur principal qui était mort. On n'a pas su comment, mais le plus souvent, un éléphant, si vous le ratez, c'est fini, il ne va pas vous rater. Donc, on a pris les associés aux chasseurs. Il y a 2 qui ont fui,
Interpol en a pris un, qui a été jugé, et il est en train actuellement de purger sa peine à Kindia. Parce qu'on a évité cette fois-ci de laisser le laisser à la prison de Massanta ou à Zérekuri. Parce qu'on suppose qu'il n'y a pas de sécurité, il peut y avoir encore des arrangements ou des échappatoires. Mais cette fois-ci, on l'a traduit à Forikaria. Et là, d'ailleurs, on a été appuyé par Galf, c'est Guinée. C'est une ONG qui lutte contre la criminalité phonique. Okay. D'accord. Avant de revenir avec vous, Monsieur Keita, oui. Est-ce que votre discipline-là, vous avez l'intention de l'étendre au niveau des écoles, des lycées, des universités? Comment comptez-vous la vulgariser pour être mieux connue et mieux pratiquée? Oui. Effectivement, c'est ça notre objectif. Mais pour le moment, nous ne pourrons rien faire. Pour le moment, on ne peut que se concentrer sur nos athlètes. D'accord. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas cette délégation de pouvoir. Vous n'avez pas l'autorisation autrement. La délégation de pouvoir là qui nous autorise à vraiment partout en Guinée de faire ce sport et même de contrôler ce sport. Mais si on n'a pas cette délégation de pouvoir, on ne peut que se concentrer en attendant sur nos athlètes. Juste, c'est ça. Pourtant, il y a des compétitions qui se passent, les compétitions de Krav Maga qui se passent, comme vous l'avez dit, aux États-Unis, en Asie et en Europe. Oui. Donc, vous vous contentez pour l'instant, en attendant la délégation du pouvoir, vous vous contentez juste d'observer les autres participer aux compétitions. Est-ce qu'il arrive que vous soyez invité? Oui, on a été toujours invité par l'Israël. Tout récemment en Chine, mais on les a répondu que comme quoi nous ne pouvons pas aller répondre à l'appel parce qu'on n'a pas notre délégation de pouvoir pour le moment. Et tout récemment, l'expert international même, on était en ligne directe pour me dire que oui, qu'est-ce qui bloque cette délégation de pouvoir? Déjà, eux, ils veulent que nous créions une fédération africaine de Krav Maga. Donc, je les ai dit que j'ai mis les documents et les documents sont en règle depuis plus d'un an, mais je ne sais rien, je ne comprends rien. Donc, j'attends cette... C'est qui? C'est le ministre, c'est le secrétaire général, c'est qui concrètement? Je ne comprends pas, je ne comprends rien. Oui, mais à qui vous vous êtes adressé? On s'est adressé à monsieur Lansine Kabasanketa, qui reçoit les documents sportifs au ministère des Sports. D'accord. Et on a déposé ça il y a plus de 8 mois, un an maintenant, mais jusqu'à présent, il n'y a pas de réponse. Vous êtes allé le voir pour dire qu'est-ce qui bloque? On est toujours en contact avec le directeur national. Et qu'est-ce qu'il vous dit? Il nous dit toujours d'attendre, c'est ça. Alors que vous avez rappelé tout à l'heure, une ambition est là, de comment installer une fédération africaine aujourd'hui de Krav Maga. Et la Guinée, des informations qu'on a, la Guinée est le pays le mieux placé pour abriter cette fédération africaine. Mais le problème, il est là encore. Et si le problème perdurait, est-ce qu'on ne risque pas de perdre cette opportunité que la Côte d'Ivoire, le Mali ou d'autres, le Sénégal, abrite la fédération africaine? C'est ça. La fédération d'abord perd, mais la Guinée, c'est d'abord la Guinée qui perd, après la fédération. Parce que dans les conditions normales, dans les textes, s'il y a une fédération africaine de Krav Maga, la Guinée doit être en tête et le siège doit être en Guinée. Pourquoi? Parce que dans d'autres pays africains, n'oublie pas que c'est des académies qui sont là-bas. Il n'y a pas une fédération d'abord. C'est la première fédération en Afrique. Ok. Oui. Donc, si c'est la première fédération en Afrique. Si c'est la première fédération en Afrique, obligatoirement, la fédération internationale, c'est que s'il y a une fédération africaine, la Guinée est en tête, non seulement sur les postes de cette fédération africaine, mais d'autres choses encore. Mais est-ce que vous avez tout expliqué pour dire qu'il y a une opportunité à nos portes? Si on n'a pas la délégation des pouvoirs, on risque de perdre cette opportunité d'abriter la fédération africaine de Krav Maga. Oui, j'ai expliqué parce que tout récemment, j'étais au ministère des Sports pour expliquer ça à monsieur Kabassa. Non, le secrétaire général Istokira. Le secrétaire général Istokira, qui m'a instruit encore d'aller faire une lettre, je ne sais pas quelle lettre je vais faire. J'ai tous mes documents là-bas et qui sont en règle. Donc, quand une autorité vous donne une instruction, vous devez le faire. Je ne sais pas quelle lettre j'allais faire, parce que je lui ai demandé quelle lettre je vais faire, parce que tout ce que je sais pour obtenir la délégation de pouvoir, les documents qu'ils demandent. Fallait reprendre les documents qu'ils demandent pour les déposer lui aussi.
C'est comme si vous avez voulu vous entêter. Hein? Non. Ah si. Non. Vous dites que vous ne savez pas ce que vous devez faire. Non. Ce que je dois faire, moi je sais déjà ce que je dois faire. Le document qui demande une délégation de pouvoir, j'ai ce document avec eux là-bas. Vous ne pouvez pas faire cela. Non, je ne sais pas qu'est-ce que je vais écrire. Je ne sais pas ce que je vais écrire. Monsieur le document document qui demande la délégation de pouvoir sont avec eux là-bas il y a plus d'un an. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire maintenant. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de renouveler ces documents et pour ne pas, comme l'a dit d'ailleurs M. Condé, pour ne pas qu'on pense que vous vous entêtez. C'est de la rébellion vis-à-vis de la hiérarchie. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de renouveler ces documents ou de reprendre les copies et les déposer? Je ne sais pas exactement parce qu'il ne m'a pas dit ça. Déjà quand je l'ai demandé, je l'ai posé la question, il m'a dit que c'est quoi Krav Maga? J'ai su que réellement lui n'est pas vraiment au courant. C'est tout comme moi. Voilà, il n'est pas au courant. Il n'est pas au courant. Donc quand ça, le même type me dit de faire une lettre, je fais quelle lettre? Alors, après votre conversation, les dossiers qui demandent cette délégation de pouvoir sont à leur ministère. Alors, après votre conversation, vous avez compris que lui, il n'en est pas informé, oui. Et il ne connaît pas, oui. Mais vous avez quand même M. Kabassan Keita qui a reçu vos documents. Qui a reçu les documents, oui. qui est censé les transmettre, mais aussi connaître un peu la discipline de Krav Maga. Oui. Quels sont aujourd'hui vos rapports avec M. Kabassan? Oh, ça, même hier, je vous disais tout de suite, même hier, je parlais avec Kabassan qui n'était pas là. Il m'a dit qu'il est rentré avant-hier. Okay. Je lui ai dit, ok, mon frère, on est là, on attend toute notre délégation de pouvoir. Je l'ai dit comme ça. Est-ce qu'il a une fois allé vous regarder dans la pratique de cette discipline? Oui, le premier lancement de cette discipline ici a été fait au palais de sport, devant Kabassan. Lui-même, il était présent devant beaucoup de membres. Du ministère de la décentralisation de Serproma et puis du ministère du sport. Ils étaient tous présents là-bas. Quelle a été leur appréciation? Il a même intervenu. Est-ce que le ministre même connaît Krav? Là où le secrétaire général n'est pas au courant, ça me surprendrait que le ministre sache que le dossier là-bas, je ne sais pas. Et maintenant, quel effort vous faites pour que le secrétaire général soit bien imprégné maintenant, au-delà de Kabassan, de cette discipline? Est-ce que ça vous a tiqué de l'inviter quand même à venir vous regarder un jour? Que monsieur le secrétaire général? Oui, non, je ne l'ai pas invité. Je ne l'ai pas invité pour le moment. Vous comptez le faire? Oui, s'il veut, si nous voulons qu'il vienne, même tout ce que nous savons, M. Kabassan est au courant de ce que nous faisons presque, parce qu'on le rencontre, on l'explique. Mais ça ne vous a pas suffi, vous êtes allé voir quand même Istokera, c'était pour que solution soit trouvée à votre problème. Oui. Et lui, il vous dit de faire une lettre, vous dites que vous ne savez pas qu'est-ce que vous allez écrire dans son compte. Tu me poses la question 1000 fois, je vais te dire 1000 fois que je ne sais pas quelle lettre je vais faire. Apparemment, parce que les documents qui demandent cette délégation de pouvoir sont avec eux au ministère là-bas. C'est bien compris, mon oncle. Hein? En face de vous, c'est un neveu. Hein? Maman Keita, soit dit en passant. Deux invités ici dans ce studio, sur ce plateau. Monsieur Abdul Karim Keita, il est le président de la Fédération guinéenne de Krav Maga, une nouvelle discipline. Et puis, Alikali Bangoura, directeur général du centre forestier de Nzérékouré. Dernière question pour tous les deux avant d'aller avec les auditeurs et téléspectateurs. Quelles sont les perspectives aujourd'hui au centre forestier de Nzérékouré? Qu'est-ce que vous comptez faire dans 3 mois, 6 mois, à court, moyen, long terme? Bon, écoutez, nos perspectives, notamment en matière forestière, se dessinent à moyen et à long terme. Et pour y arriver, on voudrait développer un certain nombre de partenariats. Mais les perspectives en tant que telles s'inscrivent en droite ligne de la politique forestière de la Guinée et la politique de l'environnement qui a un plan national de mise en œuvre de cette politique environnementale. En fait, à ce niveau, on a 3 axes. Le premier axe, c'est la mise en place d'un corpus juridique, donc l'ensemble des textes réglementaires qui régissent la gestion de l'environnement en Guinée et particulièrement des ressources forestières. Le deuxième axe, c'est la protection forestière, la protection des ressources forestières. Et le troisième axe, c'est le cadre de vie
De la forêt. Non, pas de la forêt, je parle de la politique de l'environnement. Ok. Et nous, c'est le deuxième axe, les deux premiers axes qui nous concernent, c'est-à-dire d'abord le corpus juridique et la protection, la gestion durable des forêts. En matière de textes réglementaires, il faut reconnaître qu'il y a eu beaucoup d'avancées. Parce que c'est ce qui nous permet de prendre un certain nombre de dispositions pour la mise en œuvre et la préservation de nos activités, mais surtout pour la préservation des ressources forestières. Nous avons une politique nationale une politique nationale forestière qui a été rééditée, qui a été révisée. Le code forestier a été révisé, le code de faune a été effectivement également révisé. Il y a eu parallèlement une étude sur la contribution du secteur forestier à l'économie nationale. Donc, en termes de perspective, c'est par rapport à la politique, parce que le code et les codes sont des instruments de mise en œuvre des politiques. Des politiques, oui. C'est des outils de travail. Oui. Donc, pour ce qui concerne la politique, au niveau du centre forestier, notre perspective, c'est d'abord, comme je l'ai dit tantôt, restaurer l'intégrité de ces forêts, assurer la conservation de la biodiversité, lutter contre la criminalité faunique et réduire vraiment la pression sur les différentes forêts. Pour y arriver, l'une des activités clés dans la perspective, c'est l'appui aux communautés riveraines. Et pour ce faire, le gouvernement collabore actuellement avec un certain nombre de partenaires au développement. Au plan multilatéral, c'est l'Union européenne qui a apporté déjà un premier appui depuis 2013 dans le cadre d'un projet pilote d'appui à l'opérationnalisation du corps paramilitaire de conservateurs de la nature, où il y a eu des formations, des équipements, notamment en uniforme, les équipements techniques qui ont été apportés à la première promotion des gardes forestiers, ce qui surtout nous a permis de canaliser les velléités de ces braconniers. Et le même bailleur de fonds est en train de finaliser un document de projet qui permettra d'étendre les activités qui avaient été réalisées sur des sites restreints à l'ensemble du pays. Donc ça va démarrer incessamment. On n'a pas encore, on ne sait pas, 2017 est annoncé. Le second bailleur de fonds, c'est dans le cadre sous-régional. Parce que le centre forestier, comme je le disais tantôt, la forêt de Ziama étant importante, fait frontière avec une autre forêt classée au Libéria, Wenegezi et Ologezi. Donc on voudrait mutualiser les efforts. Mutualiser les efforts des côtés pour lutter effectivement contre les braconniers, donc la criminalité faunique, mais aussi appuyer les populations pour qu'elles soient sédentarisées, pour qu'on améliore leurs conditions de travail, conditions de vie, afin d'épargner les forêts. Donc ça, c'est le projet régional de conservation des écosystèmes et gestion internationale des ressources en eau, financé par le FEM et qui a déjà démarré depuis le mois dernier. Le Fonds mondial de l'environnement et qui concerne 4 pays, la Mano-Riva et Nyon. Donc le centre forestier est désigné comme agence nationale d'exécution du dit projet. Okay. Il y a aussi un autre programme qui s'annonce, parce que maintenant même on a un consultant qui accompagne le ministère de l'Environnement à la préparation des projets à mettre en œuvre. Il s'agit du programme de changement climatique et de la biodiversité de l'USAID, qui concerne la CEDEAO, donc les 15 États de la CEDEAO, et la Guinée pour un volet qui démarre cette année, qui porte sur la RED,
c'est la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts. On a également une étude qui est en cours, qui est pilotée financée par l'AFD, dans le cadre d'un nouveau projet que nous lui avons soumis, que le gouvernement a soumis. Il s'agit du projet de gestion des ressources forestières phase 2, parce que je vous ai parlé d'un troisième projet, de projet fort, de PGRR et du PGRF. Donc le dernier projet, c'est la phase 2. Donc une première mission a été déjà effectuée. On attend la dernière mission qui viendra pour la faisabilité du dit projet. Donc en termes de perspective, c'est dans ce sens que nous voulons aller pour donner au centre forestier toute sa dimension de gestionnaire de grandes forêts. Oui, mais on constate quelque chose très rapidement, parce que je ne crois même plus si on pourra appeler les auditeurs, parce que 4 minutes nous séparent de la fin de l'émission. Quand des tronçonneurs passent à des coupes de bois et qu'on en face des madriers, ce sont les gardes forestiers qui convoient les véhicules pour ne vraiment pas être inquiétés le long de la route. Bon, là, je ne peux pas le témoigner parce que... On peut les considérer comme des brebis galeuses. Non, pas cela. Parce que d'abord, ce n'est pas recommandé. Deuxièmement, moi, je suis gestionnaire, je ne suis pas commerçant, je ne suis pas sur la route. D'accord. Donc, je gère. S'il y a des cas de ce genre, c'est que les intéressés s'exposent à la loi. S'exposent à la loi et c'est pas normal, c'est incorrect. D'accord. Oui, monsieur Keita, quelle va être votre démarche pour que cette discipline soit vulgarisée en Guinée et que nous-mêmes, journalistes, soyons vos élèves? Parce que moi, je suis déjà candidat. Donc, en tout cas, je suis intéressé aussi. Oui, on suit. Et on suit. Si le ministre ne sait pas qu'il a une délégation de pouvoir délivrer pour une fédération, on l'informe là où je pense que c'est le lieu de l'informer. Nous allons en tout cas interpeller le ministre ou le secrétaire général. Donc, tout ce que je me bloque d'abord, c'est le point là. Là, vraiment, ça me bloque, ça me travaille même. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour former le personnel de Chérie FM? Oh, c'est pour former. Il y a le document que vous avez demandé, non? Vous venez à notre siège, non? Le siège, c'est où? Le siège, c'est toujours là-bas au bord de la mer, mais avant d'arriver au bord de la mer, c'est là-bas. Là, on s'assoit. Les dossiers sont examinés. Si les dossiers sont examinés, c'est bon. On s'en va. C'est de quelle heure à quelle heure? C'est de 15h à 18h. Tous les jours? Tous les jours, sauf du lundi au vendredi. Du lundi au vendredi. Oui. Alors, quel appel avez-vous à lancer à l'endroit des jeunes qui écoutent cette émission à s'intéresser à ce sport? J'appelle tout le monde de venir pratiquer non seulement ce sport, mais il n'y a pas que le Krav Maga qui est là-bas. C'est 3 disciplines. Tu peux venir. Si tu n'aimes pas Krav Maga, tu peux aimer Ousosanda. Si c'est pas Ousosanda, tu peux aimer le taekwondo. Le ma. D'accord. C'est ça. C'est important. Oui. Le sport, c'est bon pour la santé. Hein? C'est bon pour la santé. Et pour la défense. Et pour la défense. L'autodéfense, surtout. Oui, monsieur Bangoura, le mot de la fin. Bon, je tiens d'abord à vous remercier. C'est un devoir, encore une fois. Monsieur. Je lancerai un appel d'abord à toute la population guinéenne et celle de Guinée forestière en particulier, pour que nous tous, nous puissions nous impliquer dans la préservation de l'environnement en général et la protection des ressources forestières. Car notre vie en dépend. Sans forêt, il n'y a pas de vie. Et il n'y a pas d'agriculture, il n'y a pas d'eau. Et s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Donc il faudrait bien que chacun s'y investisse pour au moins préserver ce qui existe dans sa localité. Mais ce que je dirais davantage, c'est que j'invite tout le monde au plan national à planter chaque année un arbre. Le plan FRIA. Oui, la loi FRIA, mais la loi FRIA est appliquée sur, disons, en fonction des événements. Ouais. Mais cette fois-ci, c'est un engagement que chacun devrait prendre parce que nous sommes plus de 10 millions d'habitants. Si chaque année, chacun plantait un arbre ou on plantait au nom de son enfant tout petit, chaque année, on aura réalisé 10 millions de plants et
imaginez si en 10 ans, ces plans sont suivis. En 10 ans, ça sera combien? 100 millions de plans. Et ce sera quelque chose pour notre pays. C'est quelque chose qui pourrait éventuellement, et d'ailleurs, indubitablement nous amener à reconstruire, à reconsidérer la foresterie en Guinée pour que la pluviométrie que nous avions connue les années 60, les années 70 revienne. On avait 4000 à 6000 mm de pluie. Il faudrait bien que nous allions vers là. Okay. Merci à vous, Monsieur Bangoura Alikali, d'être passé dans cette émission. Je rappelle que vous êtes directeur général du centre forestier de Nzérékoré. Merci à vous également, Abdul Karim Keita. Vous êtes le président de la Fédération guinéenne de Krav Maga, une nouvelle discipline sportive qui se bat pour être installée dans notre pays. Ça n'est terminé, les éditeurs, à nos éditeurs, toutes les excuses. Nous avons été bousculés par le temps. Ce n'est que partie remise de... Ils ne nous ont pas bousculé parce qu'on n'a pas parlé politique. C'est sûr, hein, c'est sûr. Alors qu'aujourd'hui, on a parlé développement. Demain, on sera là au compte du dernier numéro de la semaine. La rediffusion, c'est à 22h05, toujours sur la fréquence magique, la 104.1 et à 22h15 sur Africa Today Télévision. Merci de la fidélité et portez-vous bien. La tribune de l'Actu Plus, c'était avec l'équipe de la rédaction. Du lundi au vendredi, de 9h15 à 10h45 sur Chérie FM Guinée, la tribune de l'actualité plus. Comprendre, décrypter, analyser et commenter l'actualité sociopolitique, économique et culturelle en Guinée. Piloté par l'équipe de la rédaction du groupe SGI Média et les consultants, c'est le rendez-vous phare pour éclairer votre lecture de l'info. La tribune de l'actualité plus, du lundi au vendredi, de 9h15 à 10h45 sur Chérie FM Guinée. La tribune de l'actualité plus, de 9h15 à 10h45 sur Chérie FM Guinée. Chérie FM.